Intérieur de la France, hiver 2022. Tandis que les voisins calfeutraient là les fenêtres avec du papier bulle et protégeaient les tuyaux avec de vieilles couvertures, deux jeunes hommes traversèrent le village, pelles à la main, en direction d'un terrain vague, à la lisière du bois. La terre était gorgée d'eau durcie par le froid. La vague de froid arrachait les toits et abattait des arbres centenaires. Et eux, ils creusaient. Ils essayèrent de s'enterrer eux-mêmes, à railler quelqu'un depuis une voiture immatriculée en ville. Aucune réponse. Depuis des semaines, les jumeaux défrichaient un rectangle de 6 mètres de côté, sans machine ni tracteur. Les habitants du quartier pariaient sur la durée de leurs travaux. Ils disaient que ça ne servirait même pas de poulailler. Ils disaient aussi que 2000 € ne suffiraient même pas à acheter un abri en toile. Mais jour après jour, même avec les doigts meurtris et le sol durci, ils revenaient. Jusqu'à ce qu'une nuit, le vent tourne, et quelque chose dans le sol cessa de trembler. Mais personne ne l'a vu, car ce qui se construisait n'était pas visible de l'extérieur. Le village de Rochefleury était petit, de vieilles maisons en pierre claire, des fenêtres étroites, des cheminées fumantes à la nuit tombée. Là-bas, tout ce qui sortait de l'ordinaire se remarquait. Lorsque les frères Léo et Jules revinrent au village, peu de gens le remarquèrent. Ils avaient disparu depuis des années, depuis la mort de leur père. Ils revinrent avec le peu qui leur restait, un lopin de terre hérité, 2 sacs à dos et une enveloppe que leur mère leur avait laissée, sur laquelle était écrit à la main le mot « départ ». Ils n'avaient pas d'amis là-bas. Ils n'ont pas cherché de travail. Ils ont commencé à creuser. Tout d'abord, en utilisant des pelles de jardin empruntées. Puis avec leurs mains, lorsque l'argile a bloqué la lame. Personne ne savait ce qu'ils faisaient. Ils sont en train de construire une grotte, demanda un voisin, appuyé contre le portail. Ou alors ils vont cacher un corps, a ri un autre. Personne n'a proposé son aide. Là-bas, tout ce qui était différent était évité. Des familles vivaient sur ces terres. Ceux qui le pouvaient ont rénové. Ceux qui n'en avaient pas les moyens sont partis. Mais Léo et Jules ont continué leur chemin. Ils retournaient chaque jour au trou, les vêtements sales, les mains gercées et le regard silencieux. Ils parlaient un peu. Entre eux, les gestes suffisaient. De loin, ils ressemblaient à 2 garçons qui tentaient de disparaître. Bientôt, des murmures commencèrent à se faire entendre. À la boucherie, à la messe. De bons garçons, mais ils ne semblent pas savoir vivre correctement. Ils ont ri parce que c'était plus facile que de demander. Par un après-midi nuageux, un des voisins s'est approché de la clôture. Avec 2000 €, il pourrait louer quelque chose de correct? Aucune réponse. Quand la neige reviendra, votre maison se transformera en piscine. Il tourna le dos. Dans le sud de la France, quand le froid arrive, il s'accompagne de vent. Mais cette année-là, le silence régnait. Le ciel est devenu opaque. Le vent soufflait fort. Et personne ne revit les frères. Ils avaient recouvert le trou d'une bâche sombre. Et ils avaient disparu de notre vue. Sont-ils partis? Ont-ils gelé là-dessous? Ils doivent être désolés. Mais personne n'y est allé. Sous la bâche, il y avait désormais plus qu'un simple trou. Léo et Jules creusèrent suffisamment profondément pour pouvoir se tenir debout. Ils façonnèrent des marches incurvées dans la terre afin que le vent ne souffle pas directement vers le bas. L'air était froid, les murs étaient humides, mais le silence demeurait imperturbable. Avec une partie de l'argent, ils achetèrent du bois de récupération provenant d'une maison démolie à la périphérie de Valence. Ils le ramenèrent dans une vieille charrette de marché, en plusieurs voyages de nuit. Au plafond, ils ont fixé des planches qui se chevauchaient, formant une voûte basse. Entre le bois et la terre, ils ont placé de vieux pneus en guise d'amortisseur. Ça ne ressemblait pas à une maison. Pas du tout, mais c'était déjà un abri. De l'extérieur, cela ressemblait à une simple bâche mal tendue, ce qui rendait les rires des autres encore plus forts. Vous avez vu ça? Il n'y a même pas de porte. Qu'attendez-vous? Que des murs surgissent? Mais ils le savaient. La précipitation est une invitation à l'effondrement. À chaque erreur, une correction. Ils ont utilisé une isolation thermique sur le toit. Il y a eu de la condensation. Il a plu à l'intérieur. Ils ont recommencé. Ils ont essayé les clous. Le bois a cassé. Ils ont utilisé des assemblages à tenons et mortaises. Tout est fait lentement. Tout est fait à la main. À l'intérieur, il n'y avait de la place que pour l'essentiel. 2 matelas de fortune, 2 lanternes suspendues, une étagère de blocs et une ouverture latérale, une idée de Jules, pour permettre à l'air de circuler sans vent direct. Il a également fait la suggestion la plus étrange. Et si on arrêtait de chauffer l'air et qu'on commençait à chauffer le sol? Léo ne comprenait pas. Mais ils l'ont vu, en pratique. La chaleur du poêle utilisé pendant la journée
était absorbée par l'argile. La nuit, celle-ci en restituait une partie. Pas grand-chose, mais suffisant. Tandis que les maisons du village craquaient sous le froid sec, en bas, le corps ne cédait pas. Ce n'était pas confortable, mais c'était faisable. Dehors, il n'arrêtait pas de dire « Il fuit le monde ». Ce n'est pas une façon de progresser. Mais celui qui a dit ça n'a jamais proposé de pelle. Quand ils ont annoncé que la température descendrait en dessous de 10 degrés, les commentaires ont cessé. Le silence retomba, mais pas ceux des frères. C'était le silence de quelqu'un qui commençait à douter. Cette nuit-là, les canalisations du village ont éclaté. Des arbres sont tombés, mais dans la maison des frères, rien ne tremblait. Léo se réveilla. La lumière de la lampe torche clignotait encore sur le mur. Il vérifia le plafond. Il était solide. Jules dormait, enveloppé dans son manteau, respirant profondément. L'abri a tenu bon, mais l'eau avait gelé sur le bord du bidon. La nourriture était dure. Le carburant allait bientôt manquer. Léo monta à l'étage. Le vent soufflait comme un couteau. La toile tremblait mais restait en place. Il ajouta d'autres pierres. Il renforça la corde. Il redescendit. Ce matin-là, une forte détonation. Pas à l'intérieur. Dans la maison voisine. Jules est monté. Un arbre était tombé sur le toit de la maison voisine. La fumée s'était dissipée. Il était impossible de voir si quelqu'un était blessé. Il regarda Léo. « Nous ne pouvons rien faire », dit-il doucement. Léo hocha simplement la tête. Cette nuit-là, ils ont entendu des pas dehors. Ils ne se sont pas frappés. Ils n'ont pas appelé. Ils restèrent là, immobiles. Le lendemain, la fissure est apparue. Petit, mais visible. Les fouilles commençaient à s'effondrer. Ils ont passé la journée à la renforcer avec des pneus et des rondins. Jules s'est blessé à la main. Léo a improvisé un bandage avec un vieux chiffon. Ils ont travaillé jusqu'à la nuit tombée. Sans voix. L'étagère a basculé. Un film de terre. Ils se sont endormis assis. Au petit matin, le bois craqua. Le lendemain matin, une odeur de terre humide imprégnait l'abri. La fissure s'agrandissait. Mais personne n'est monté. Personne ne s'enfuyait. Personne n'a abandonné. Léo colla son oreille contre le mur debout. J'ai entendu un craquement sourd et profond comme si la terre se plaignait. Le genre de son qui précède un effondrement. Jules observa en silence. Si nous coulons, nous ne nous en sortirons pas. C'était vrai. L'entrée était déjà étroite. Si elle s'effondrait, personne ne pourrait creuser de l'intérieur vers l'extérieur. Léo fut le premier à agir. Il grimpa, prit la pelle et commença à creuser une deuxième sortie. Il n'a pas expliqué. Il a juste creusé. Jules comprit. Il creusa de l'autre côté. Ils se relayaient en silence, les mains coupées et l'argile collée à leurs bras. Le temps filait trop vite. Les lumières s'éteignaient et le plafond grinçait, jusqu'à ce qu'une rafale plus forte soulève une partie de la toile. Un des pneus s'est roulé. L'ouverture est devenue vulnérable. Le vent est arrivé de face. Une fine couche de terre s'est détachée du plafond. « Arrêtez !» cria Léo. Le silence s'installa brusquement. Puis, la fissure à nouveau. Plus grave. Ils ont battu en retraite. Et c'est à ce moment-là qu'ils entendirent quelque chose de différent. Un son grave. Pas de la terre. Humain. Un cri. Ils se sont enfuis. Sous l'arbre tombé, il y avait une fillette. Environ 8 ans. Recroquevillée sur elle-même. Tremblante. La fille du voisin. De la maison que tout le monde croyait vide depuis l'accident. Léo la souleva. Jules fit soigneusement de la place sur le tapis. Ils ont fait entrer la fille. Ils ont tapissé le coin le plus sec avec leur couverture. Ils ont fait chauffer de l'eau sur le poêle. Ils ont fait fondre un morceau de barre de céréales juste pour qu'elle ait quelque chose de chaud à manger. Elle tremblait. Elle pleurait. Il n'a pas dit un mot. Cette nuit-là, ils ont dormi tous les 3 ensemble. Ou du moins, ils ont essayé. Le froid était encore plus intense maintenant. Le lendemain matin, Léo est parti. Il est allé chez elle. Ça a frappé. Rien. Il a forcé la porte. Le père était inconscient, hébété par une intoxication au gaz provenant du chauffage de fortune. Léo a cassé la fenêtre de la cuisine. Il a fait circuler l'air. Il a fait sortir l'homme. Il s'est jeté de l'eau au visage jusqu'à ce qu'il tousse. Le voisin ouvrit les yeux, perplexe. Il a reconnu le garçon, mais il lui a fallu un certain temps pour comprendre où il se trouvait. Léo n'a rien dit. Il a seulement indiqué le site de fouille. Et l'homme baissa la tête. Les jours suivants, le froid ne s'est pas calmé. Les rafales étaient moins violentes, mais la température restait inférieure à 0. À l'intérieur, l'espace était bien trop petit pour 3 personnes. L'air se raréfiait. La chaleur était insupportable. L'étagère s'était déjà effondrée. La base cède.
Le combustible du poêle est épuisé. Léo est parti tôt. Il n'a pas dit où il allait. Ça a pris du temps. À son retour, il portait 2 couvertures mouillées et une petite caisse de bois de chauffage. Elle a marché jusqu'à Montélimar à pied, à la recherche d'un entrepôt qui vendait encore du bois. Il paya avec ce qui restait de l'enveloppe de sa mère. Jules a divisé le bois de chauffage en 3 piles. Il a ajusté le coin de la fille. Son père était encore en convalescence. Il n'avait pas le courage de traverser la rue. Il se tenait silencieux devant la porte. La 2e nuit, la pluie est arrivée. D'abord apprivoisée, puis stabilisée. La bâche a cédé dans un des coins. L'eau a commencé à couler au centre. Jules tenta d'improviser un détour. Léo a couru à l'arrière, a empilé des pneus autour de l'entrée, essayant de contenir l'incendie. L'eau monta lentement. Chaque erreur précédente semblait désormais avoir des conséquences. Chaque raccourci pris, chaque précipitation. La jeune fille toussait. La couverture ne tenait plus chaud. Léo ôta sa propre veste. Il l'enveloppa dans le tissu. Jules alluma le dernier bout de bougie, juste pour pouvoir voir un peu de lumière. C'est alors qu'ils ont pris conscience du véritable risque. Le plafond se fissurait. Une ligne sombre courait au centre du bois. Pression, humidité, tension accumulée. S'il tombe, murmura Jules. Léo regarda autour de lui. Aucune issue ne serait assez rapide. Puis il a fait l'impensable. Il est monté. À main nue, il commença à creuser le toit depuis l'extérieur. Il perdait du poids. Il essayait de relâcher la pression. Mais creuser sous la pluie revenait davantage à enterrer qu'à enlever. Chaque pelletée jetée revenait recouverte de boue liquide. Jules était en dessous. Il soutenait le plafond avec une courte poutre. Elle tremblait. Ses pieds étaient sous l'eau. Cela a duré comme ça pendant près d'1 heure. Pluie, boue, tension. Quand le ciel s'est enfin dégagé, quand le vent s'est arrêté, l'abri était toujours debout, non intact, mais se tenir debout. Léo tomba à genoux, non pas à cause de la fatigue, un soulagement silencieux. En bas, Jules recouvrit la fillette avec la couverture sèche. Elle ouvrit les yeux, elle le regarda, et elle sourit. 2 jours après la tempête, le soleil est réapparu, faible, mais suffisant pour montrer l'étendue des dégâts. Toit jusqu'au sol, des murs qui ont été abattus, des familles sans électricité, sans abri. Pendant les fouilles, la bâche déchirée continuait de se balancer. L'entrée est désormais recouverte de planches de fortune. Ce n'était pas joli, mais il faisait chaud. C'est sans danger. Le lendemain matin, ils ont frappé à la clôture. C'était le voisin, celui qui a ri le premier. Il parla doucement. « Ma femme a mal à la gorge. Et nous n'avons plus d'essence. » Il hésita. « Vous avez réussi à maintenir une température chaude là-dedans » Léo acquiesça. Jules a ouvert un espace. Quelques minutes plus tard, la femme traversait le champ avec une couverture sur le dos. Il a passé 3 nuits au refuge. Il a dormi là, exaspéré par le système qu'ils avaient qualifié de ridicule. Le lendemain, un autre voisin est arrivé, avec un paquet de riz. Il l'a laissé près de la bâche. Je n'ai pas dit pourquoi. Puis, 2 autres. Puis, 4. Une boîte de lampes de poche. Un fagot de bois de chauffage. Quelqu'un a proposé des outils. Personne ne s'est excusé, mais plus personne ne se moquait d'eux. Et les frères et sœurs, ils ont suivi. Réglage des planches. Assécher la terre. Ils ont installé un nouveau morceau de tissu en guise de rideau. L'abri, auparavant invisible, était désormais visible, pas comme un miracle, mais comme preuve silencieuse. À la fin de la semaine, le père de la fille est revenu, à un rythme lent. Il est arrivé jusqu'à l'entrée. Elle a dit que c'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Casser. Je l'ai laissé tomber. Une autre pause. Merci. Léo continua de couper du bois. Jules acquiesça. L'homme resta immobile un moment. Puis il est parti. Avec le temps, la glace s'est transformée en boue. Le vent s'est remis à souffler. Mais maintenant, plus personne ne rit. L'abri était toujours là. Bas. Silencieux. La fille venait parfois. J'étais assis à proximité. Il dessinait souvent. Il dessinait le plafond incurvé, les pneus, 2 garçons portant des casquettes sombres, toujours sous la ligne du sol. Et l'image resta là, de la part de 2 jeunes hommes discrédités, avec 2 lames, 2 lanternes et 2000 €. Ils n'ont pas fui lorsque le monde s'est figé. Ils ont creusé, et ils sont restés. Toutes les personnes qui disparaissent ne sont pas en fuite. Parfois, il s'agit de construire, là où personne ne veut regarder. Ils n'ont rien prouvé au village, mais l'un pour l'autre, ils ont prouvé qu'il est possible de résister, même quand tout semble trop froid. Peut-être l'abri le plus sûr, ne soyez pas le plus grand, mais la plus profonde, celui que personne ne voit,
mais il peut tout endurer. Il y a d'autres histoires enfouies dans les environs. Si vous voulez creuser, inscrivez-vous.